À l'aube du 16 août 2025, 57 camions chargés d'armement sont immobilisés près de la frontière burkinabé sans annonce préalable. L'image frappe par son contraste. Un convoi suffisant pour équiper une armée entière, stoppé par une décision locale presque solitaire, dans une zone réputée poreuse et longtemps considérée comme périphérique. Pourquoi cette saisie concerne-t-elle directement le citoyen ordinaire et que révèle-t-elle vraiment du pouvoir d'Ibrahim Traoré face aux réseaux invisibles? En filigrane, c'est l'équilibre du Sahel qui vacille entre souveraineté affirmée, risque d'escalade et attente silencieuse des populations régionales durables. Cette analyse ne se limite pas à raconter une interception spectaculaire. Elle vise à fournir un cadre factuel pour comprendre ce que cet événement change réellement, ici et maintenant, pour le Burkina Faso et son environnement régional. Le bénéfice pour le lecteur est précis. Mieux juger les décisions à venir sans se laisser guider par l'émotion immédiate. Derrière l'image des camions immobilisés se cachent plusieurs niveaux d'enjeux imbriqués. Il y a d'abord la sécurité immédiate, car un tel volume d'armes aurait pu modifier brutalement le rapport de force sur le terrain. Il y a ensuite l'enjeu politique, lié à la crédibilité de l'État et à sa capacité à contrôler son territoire sans provoquer de réaction en chaîne. Enfin, il existe un enjeu diplomatique plus discret, où chaque mot et chaque geste sont observés par les voisins et les partenaires extérieurs. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence agit comme un révélateur. Elle l'oblige à arbitrer entre fermeté et retenue, visibilité et prudence, action rapide et stratégie de long terme. Ce sont ces arbitrages, souvent invisibles, qui détermineront si la saisie reste un succès ponctuel ou devient le point de départ d'un rééquilibrage durable. Dès les premières heures de l'inventaire, un chiffre impose un changement d'échelle. Près de 25 000 fusils d'assaut et environ 70 000 grenades sont recensés dans les 57 camions interceptés. Rapporté à des standards militaires, ce volume correspond à l'équipement complet d'une force structurée, bien au-delà des besoins d'un groupe armé local. Cette seule comparaison suffit à déplacer l'analyse de l'incident frontalier vers un dossier stratégique. Très vite, les autorités comprennent que l'opération n'a rien d'improvisé. Les itinéraires empruntés, les horaires de circulation et la dispersion apparente des chargements indiquent une planification étalée sur plusieurs mois. Chaque détail semble conçu pour se fondre dans une normalité trompeuse, exploitant les routines de contrôle et les angles morts logistiques. Ce qui devait rester invisible a fonctionné précisément parce qu'il imitait l'ordinaire. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est confronté à une réalité plus large que la simple saisie matérielle. Les premières analyses balistiques révèlent des provenances multiples, issues à la fois de stocks de conflits passés et de circuits plus récents. Cette diversité exclut l'hypothèse d'un réseau isolé. Elle suggère au contraire une capacité à agréger des flux disparates, à les synchroniser et à les déplacer à travers plusieurs frontières sans déclencher d'alerte majeure. Le Sahel offre un terrain particulièrement vulnérable à ce type de dispositif. Les frontières longues et parfois peu surveillées, combinées à une instabilité persistante, créent des conditions favorables à des opérations de grande ampleur. La saisie du 16 août 2025 agit alors comme un révélateur brutal de ces fragilités structurelles. Elle montre aussi que le Burkina Faso n'est pas seulement un couloir de transit, mais une pièce centrale dans des calculs régionaux plus vastes. À mesure que l'enquête progresse, le cadre se précise. Ce qui apparaît n'est pas un acte isolé, mais un test grandeur-nature des mécanismes de contrôle de l'État. La question centrale devient claire. S'agit-il d'un coup d'arrêt ponctuel ou du premier signal d'un affrontement plus durable entre institutions nationales et réseaux transnationaux organisés,
Au cœur de cette séquence, un nom s'impose rapidement comme point d'ancrage humain, le capitaine Moussa Kaboré. C'est lui qui prend la décision initiale d'intercepter le convoi à l'aube sans disposer de certitudes absolues sur la nature exacte du chargement ni sur les forces susceptibles de le protéger. Ce choix n'est ni automatique ni routinier. Il implique un risque immédiat pour lui et pour les hommes placés sous son commandement dans une zone où l'erreur peut être fatale. Cette décision transforme pourtant le cours des événements. En immobilisant les 57 camions, Caboret fait basculer une chaîne logistique discrète dans une visibilité totale. L'action locale devient un signal national. Elle montre que l'initiative sur le terrain, lorsqu'elle est alignée avec l'intérêt de l'État, peut produire un effet stratégique disproportionné par rapport à ses moyens initiaux. Les répercussions sont rapides. Pour les forces de sécurité, cet épisode agit comme un repère interne. Il rappelle que la vigilance individuelle et la capacité à sortir du cadre routinier peuvent compenser au moins temporairement des failles structurelles plus larges. Pour la population, les premières images diffusées créent un contraste fort avec le sentiment d'abandon souvent associé aux zones frontalières. La peur liée à l'insécurité persistante ne disparaît pas, mais elle est partiellement remplacée par une perception nouvelle, celle d'un État encore capable d'agir. Ce moment ne règle rien à lui seul, il ne supprime ni les réseaux ni les vulnérabilités régionales, mais il introduit une rupture symbolique décisive. Une décision locale peut modifier le rapport de force nationale. Avant l'aube du 16 août 2025, le convoi n'est qu'un signal faible parmi d'autres. Des camions circulent sur des axes secondaires à des horaires atypiques, dans une région où les flux commerciaux informels font partie du paysage quotidien. Pris séparément, aucun de ces éléments n'impose une alerte majeure. Ensemble, ils dessinent pourtant une mécanique rodée, conçue pour se fondre dans la routine et éviter toute rupture visible. Le trafic repose précisément sur cette normalité apparente qui transforme l'exceptionnel en banal. Le basculement intervient dans quelques minutes. L'interception des 57 camions stoppe net une chaîne logistique pensée pour la continuité. L'information remonte rapidement du terrain vers les niveaux hiérarchiques supérieurs. Les premières confirmations suffisent à exclure l'hypothèse d'un simple trafic opportuniste. Le volume, la coordination et la nature du matériel indiquent une opération structurée. À ce stade, l'événement cesse d'être local. Il devient politique par sa portée et stratégique par ses implications. Très tôt, Ibrahim Traoré est informé de l'ampleur potentielle de la saisie. Les ordres donnés dans les heures suivantes traduisent une montée en tension maîtrisée. Le périmètre est sécurisé, l'inventaire du matériel lancé, les documents saisis placés sous scellé. Chaque étape révèle un degré supplémentaire de complexité. Les numéros de série, les itinéraires identifiés et les calendriers suggèrent une préparation étalée sur plusieurs mois, impliquant des relais multiples et une coordination transfrontalière. La chronologie ne raconte plus un incident isolé, mais l'exposition soudaine d'un système jusque-là invisible. Le point culminant survient lorsque l'enquête élargit son champ au-delà du matériel. Les premières pistes financières apparaissent, indiquant des flux d'une ampleur incompatible avec un réseau criminel local classique. Cette révélation modifie la gestion de crise. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser un convoi, mais de comprendre qui finance, qui coordonne et dans quel objectif. La réponse de l'État change alors de nature. Elle devient multidimensionnelle, mêlant sécurité, communication politique et signaux diplomatiques. Les effets se font sentir presque immédiatement. À l'intérieur du pays, les images des camions immobilisés circulent largement. Elles produisent un sentiment ambivalent. D'un côté, elles rappellent la gravité de la menace évitée. De l'autre, elles nourrissent une forme de fierté collective liée à la capacité d'action retrouvée.
Cette tension émotionnelle structure la perception publique de l'événement. La peur ne disparaît pas, mais elle est encadrée par un récit de réaction et de contrôle. À l'extérieur, la visibilité soudaine du Burkina Faso déclenche des réactions contrastées. Certains partenaires appellent à la prudence, redoutant un effet domino régional. D'autres expriment un soutien mesuré tout en observant attentivement la suite donnée à l'enquête. Chaque déclaration officielle est scrutée, chaque silence interprété. Le pays entre dans une zone d'exposition accrue où l'inaction serait perçue comme une faiblesse et l'excès de fermeté comme un risque d'escalade. Dans cette phase de déchoc, Ibrahim Traoré adopte une ligne claire. Il privilégie la fermeté sur les principes tout en évitant les annonces irréversibles. La séquence se referme sur une certitude partagée par les institutions. L'interception n'est pas une fin. Elle marque le début d'un cycle plus long où l'État doit désormais gérer les conséquences d'avoir interrompu un mécanisme bien plus vaste que le convoi lui-même. Avant la saisie, la menace restait diffuse et fragmentée, difficile à hiérarchiser sans solide. Après l'interception, l'enquête bascule vers une lecture structurée, où quelques données clés suffisent à redessiner l'échelle du risque. Cette transition, du soupçon à la mesure, transforme une inquiétude générale en diagnostic exploitable par l'État. Les chiffres ne servent pas ici à impressionner, mais à contraindre l'analyse, en imposant des ordres de grandeur que le discours seul ne peut contourner. Le premier indicateur concerne le volume d'armement intercepté. 25 000 fusils d'assaut sont recensés, un total qui dépasse les besoins d'un groupe armé et indique une stratégie durable. Pris isolément, ce chiffre marque déjà une rupture. Il situe l'opération à un niveau incompatible avec une action opportuniste. Il suggère une anticipation des pertes, des remplacements et une capacité à soutenir un effort prolongé. En termes opérationnels, il renvoie à une logique d'équipement systématique plutôt qu'à une simple revente clandestine. Le second indicateur complète ce tableau. 70 000 grenades figurent dans l'inventaire, des munitions qui renforcent une capacité offensive pensée pour des engagements répétés. Cette donnée modifie la lecture tactique. Les grenades ne sont pas des armes de dissuasion passive. Elles signalent une intention d'usage intensif dans des contextes variés, urbains comme ruraux. Leur présence en telle quantité implique une planification logistique fine, intégrant transport, stockage et distribution progressive. Le troisième indicateur déplace encore l'analyse en sortant du strict registre militaire. Des flux financiers estimés à plus de 700 millions de dollars apparaissent dans les documents saisis, un financement qui dépasse le crime local et pointe des soutiens structurés. Cette somme impose une lecture systémique. Elle indique l'accès à des circuits financiers complexes capables de masquer des transactions sur la durée. Elle suggère aussi une motivation qui excède le profit immédiat, pour s'inscrire dans une logique d'influence, de déstabilisation ou de contrôle indirect. Pris ensemble, ces trois repères produisent un effet cumulatif. Le volume d'armes définit la capacité de nuisance. La diversité des munitions révèle l'intention opérationnelle. L'ampleur financière expose la profondeur du réseau. Aucun de ces éléments ne suffit seul à conclure. Leur convergence, en revanche, dessine un dispositif cohérent, pensé pour s'inscrire dans le temps et survivre à des revers ponctuels. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative change la posture de l'État. La réponse ne peut se limiter à un succès sécuritaire mis en scène. Les chiffres fournis sont une base factuelle pour justifier des choix plus larges, y compris ceux qui dépassent le champ militaire. Ils légitiment l'élargissement de l'enquête au circuit financier, la recherche de coopération ciblée et une communication plus ferme sur les enjeux de souveraineté. Surtout, ces données réduisent l'espace de l'ambiguïté. Elles permettent de distinguer l'émotion collective, nourrie par les images du convoi arrêté, de la réalité stratégique sous-jacente. Dans ce cadre, la saisie
n'apparaît plus comme une fin en soi, mais comme un point d'entrée vers une confrontation plus complexe, où la mesure devient un instrument politique autant qu'un outil d'analyse. Deux lectures s'opposent nettement dans l'analyse de cette crise, chacune appuyée sur des constats tangibles. La première interprétation voit dans la saisie la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette thèse, le Burkina Faso ne serait qu'un maillon dans une stratégie plus large visant l'ensemble du Sahel. Le volume d'armes, la diversité de leur provenance et la sophistication logistique indiqueraient une volonté d'alimenter durablement des groupes armés afin de maintenir un niveau d'insécurité suffisant pour affaiblir les États. Les partisans de cette lecture soulignent que les flux financiers identifiés dépassent largement les capacités d'un acteur local isolé. Ils en concluent qu'aucun pays ne peut affronter seul un tel dispositif et plaident pour une réponse collective fondée sur le partage du renseignement, la coordination frontalière et une pression diplomatique conjointe sur les soutiens du réseau. La seconde lecture adopte un angle presque inverse. Elle considère l'événement avant tout comme un test de souveraineté nationale. Dans cette perspective, l'essentiel n'est pas l'ampleur internationale du réseau, mais la capacité du Burkina Faso à agir de manière autonome et efficace. La saisie démontrerait que l'État peut reprendre l'initiative sans dépendre d'alliances extérieures potentiellement contraignantes. Les défenseurs de cette approche mettent en garde contre une internationalisation excessive de la réponse qui pourrait ouvrir la voie à des ingérences politiques ou à des conditions imposées. Pour eux, la priorité doit être le renforcement interne des capacités militaires, du renseignement et de la cohésion nationale. Ces deux positions reposent sur des éléments réels. Les, les chiffres et les circuits financiers appuient l'hypothèse d'un réseau transnational structuré. Dans le même temps, l'efficacité de l'interception montre que des décisions locales peuvent en produire un effet stratégique immédiat. La question n'est donc pas de trancher brutalement entre coopération et d'autonomie, mais de hiérarchiser les leviers disponibles. La ligne esquissée par Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cet entre-deux. Le discours officiel insiste sur la souveraineté et la capacité d'action nationale, tout en laissant la porte ouverte à des échanges ciblés avec des partenaires régionaux. Cette position cherche à éviter deux écueils symétriques: l'isolement, qui fragiliserait le pays face à un réseau puissant, et la dépendance, qui diluerait le contrôle politique de la réponse. Elle transforme le débat non en opposition binaire, mais en arbitrage pragmatique, ajusté à la réalité du rapport de force. C'est ici que tout bascule. Jusqu'à ce moment, la saisie pouvait encore être lue comme une réussite opérationnelle isolée, spectaculaire mais circonscrite. Le milieu de la séquence modifie cette lecture. Ce qui change n'est pas la quantité d'armes ni l'ampleur financière déjà connue, mais leur signification politique. L'affaire cesse d'être un problème à résoudre discrètement. Elle devient un message adressé à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur sur la manière dont l'État entend se positionner face aux menaces systémiques. Le basculement intervient lorsque la réponse ne se limite plus à l'enquête technique. La prise de parole publique transforme l'événement en repère stratégique, en nommant explicitement les enjeux de souveraineté et de contrôle du territoire. Ibrahim Traoré redéfinit le cadre. La saisie n'est plus seulement une interruption logistique, elle devient une ligne rouge posée dans un environnement où les ambiguïtés étaient jusque-là la norme. Ce changement de cadrage a un effet immédiat. À l'intérieur, il clarifie l'intention politique et réduit l'espace de l'incertitude. À l'extérieur, il signale que le Burkina Faso ne traitera plus ce type de menace comme un fait divers sécuritaire. Chaque acteur est désormais placé devant une alternative simple: s'adapter à cette nouvelle posture ou en tester les limites.
À partir de ce point même médian, la question centrale n'est plus ce qui a été arrêté, mais ce que cette interruption oblige chacun à reconsidérer. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La saisie expose des failles, mais elle fournit aussi un levier politique rare. Elle permet d'accélérer des réorganisations internes longtemps repoussées, en particulier dans la coordination entre forces armées, douanes et services de renseignement. La visibilité de l'événement oblige à des choix clairs. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette séquence pour affirmer une ligne de fermeté lisible où l'action sécuritaire doit désormais s'accompagner d'une cohérence administrative et d'une capacité de suivi. À court terme, cette clarté renforce la crédibilité de l'État. À moyen terme, elle expose ses décisions à une évaluation constante interne comme externe. Pour les acteurs économiques, l'impact est plus ambigu. À l'international, la réaction initiale est marquée par l'attentisme. Certains investisseurs perçoivent la crise comme un signal de risque accru dans une région déjà fragile. Des projets sont ralentis, des décisions différées, notamment dans les secteurs sensibles aux enjeux sécuritaires. À l'intérieur du pays, un mouvement inverse apparaît. Les flux les flux financiers domestiques se replient vers les institutions nationales, traduisant une confiance politique relative, sinon une prudence économique. Cette dissociation entre confiance civique et confiance d'investissement crée une zone grise où la stabilité politique ne se traduit pas encore en reprise économique durable. Pour la population, les conséquences sont d'abord symboliques et psychologiques. Les images des camions immobilisés deviennent des repères visuels puissants. Elles rappellent l'ampleur de la menace évitée, mais elles offrent aussi un récit alternatif à celui de l'impuissance. Dans les centres urbains comme dans les zones rurales, le discours évolue. Il ne s'agit plus uniquement de subir l'insécurité, mais de constater une capacité de réaction. Cette perception renforce temporairement la cohésion nationale. Elle n'efface ni les peurs quotidiennes ni les difficultés matérielles, mais elle modifie l'attente envers l'action publique, désormais jugée sur sa continuité plutôt que sur l'effet d'annonce. À l'échelle régionale, enfin, l'événement agit comme un signal d'alerte. Les pays voisins observent attentivement la réponse burkinabé, non pour l'imiter mécaniquement, mais pour en mesurer les effets secondaires. Certains y voient un précédent encourageant, montrant qu'une interruption ciblée peut désorganiser des réseaux complexes. D'autres redoutent un déplacement des routes de trafic vers leur propre territoire. Dans tous les cas, la saisie modifie les calculs stratégiques. Elle rappelle que le Burkina Faso n'est plus un espace passif dans l'équation sécuritaire du Sahel, mais un acteur capable d'influencer, même temporairement, l'équilibre régional. Ces conséquences ne se déploient pas de manière uniforme ni définitive. Elles s'inscrivent dans un temps différé, fait d'ajustements, de résistance et de réinterprétation. La saisie crée des effets tangibles, mais elle impose surtout une nouvelle grille de lecture. Ce qui est désormais observé n'est pas seulement la capacité à frapper un réseau, mais l'aptitude à transformer cette rupture en trajectoire durable sans épuiser le capital politique et social qu'elle a momentanément généré. Le premier scénario, souvent considéré comme le plus probable en l'absence de rupture majeure, repose sur une stabilisation progressive. Dans cette trajectoire, les autorités consolident les mesures engagées après la saisie, sans transformation spectaculaire. Le contrôle des zones frontalières s'améliore par ajustements successifs, la coopération régionale reste pragmatique et ciblée, et les réseaux identifiés sont partiellement désorganisés, sans être totalement démantelés. La pression sécuritaire demeure, mais elle est contenue. L'économie continue d'évoluer dans un climat de prudence marqué par une reprise lente et inégale. Ce scénario n'apporte ni victoire décisive ni effondrement. Il exige surtout une gestion constante où l'usure institutionnelle devient le principal risque à moyen terme.
Le deuxième scénario, plus optimiste, suppose une accélération positive déclenchée par les révélations de l'enquête. Dans ce cas, les informations financières et logistiques recueillies débouchent sur des actions coordonnées, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan financier. Les partenariats régionaux se renforcent de manière opérationnelle, réduisant les marges de manœuvre des réseaux transnationaux. La clarté politique affichée rassure progressivement certains acteurs économiques, permettant la relance de projets gelés après la crise. La saisie devient alors un catalyseur. Elle ne se contente plus d'interrompre un flux, mais enclenche des réformes plus profondes dans le renseignement, la gouvernance sécuritaire et la coordination institutionnelle. La stabilité reste fragile, mais la trajectoire est ascendante. Le troisième scénario, le plus défavorable, envisage au contraire une montée des tensions. Les réseaux touchés se recomposent rapidement, déplacent leurs itinéraires ou cherchent à répliquer par des actions indirectes. Les pressions diplomatiques augmentent, certaines coopérations se figent et l'isolement relatif du pays devient un facteur de vulnérabilité. Les coûts économiques s'accumulent, l'insécurité persiste et une fatigue sociale s'installe. Dans ce cadre, la saisie reste un succès ponctuel, mais insuffisant pour inverser la dynamique régionale. Le risque principal n'est pas l'échec immédiat, mais l'érosion progressive de la confiance interne et externe. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils fonctionnent comme des cadres de lecture. Leur utilité tient à une question simple. Quelles décisions, prises aujourd'hui, réduisent le coût du pire tout en augmentant la probabilité du meilleur sans créer de dépendance irréversible ni d'attentes irréalistes? Pour le citoyen burkinabé, cette crise modifie d'abord le rapport à l'action publique. La saisie des camions montre que l'État peut encore produire des résultats visibles, même dans un environnement marqué par l'insécurité chronique. Cette démonstration ne supprime ni la peur ni les difficultés quotidiennes, mais elle déplace l'attente. Le débat ne porte plus uniquement sur la survie ou la résilience, mais sur la capacité à maintenir l'initiative dans la durée. La question devient moins émotionnelle et plus exigeante. L'État saura-t-il répéter ce type d'action ou s'agit-il d'une exception? Pour les acteurs économiques locaux, l'effet est plus discret mais tout aussi réel. À court terme, l'incertitude demeure et les décisions d'investissement restent prudentes. Toutefois, la démonstration d'autorité et de coordination renforce une perception essentielle. Les règles peuvent être appliquées et les ruptures de l'ordre établi ne sont plus systématiquement tolérées. Cette perception influence la confiance autant que les indicateurs macroéconomiques. Elle conditionne l'accès au crédit, la volonté de rester engagé sur le territoire et la capacité des entreprises à se projeter au-delà de l'urgence. Pour les observateurs régionaux et internationaux, enfin, le cas burkinabé devient un point de référence. Il illustre les dilemmes auxquels sont confrontés les États du Sahel. Agir seul ou s'inscrire dans des cadres collectifs, affirmer la souveraineté sans s'isoler, répondre rapidement sans s'enfermer dans une logique d'escalade. La trajectoire suivie par Ibrahim Traoré est scrutée non comme un modèle figé, mais comme une expérience en cours, dont les effets réels ne pourront être évalués qu'avec le temps. Pour le lecteur, l'enjeu est donc clair. Comprendre cette séquence permet de mieux lire les signaux à venir, de distinguer les gestes symboliques des changements structurels et d'évaluer si la crise débouche sur une transformation durable ou sur un simple répit dans une région sous tension. La première étape concerne le contrôle territorial, avec un objectif clair et mesurable. Il s'agit de renforcer durablement la surveillance des zones frontalières identifiées comme sensibles en combinant forces armées, douanes et relais civils locaux. Cette action n'a pas vocation à saturer le terrain, mais à le rendre imprévisible pour les réseaux.
La réussite se mesure moins au nombre d'interceptions qu'à la perturbation des itinéraires habituels, rendant chaque déplacement plus coûteux et plus risqué. La deuxième étape porte sur le renseignement et sa coordination. L'enquête a mis en lumière des informations dispersées, parfois détectées trop tard. La réponse implique une centralisation de l'analyse capable de transformer des signaux faibles en décisions opérationnelles rapides. Pour Ibrahim Traoré, cet axe est stratégique. Anticiper vaut davantage que multiplier les réactions visibles. Le critère d'efficacité devient alors la réduction du délai entre l'alerte initiale et l'action sur le terrain. La troisième étape s'attaque au nerf du problème, le financement. Les flux identifiés imposent un suivi plus strict des transactions suspectes et une coopération ciblée avec des partenaires capables d'agir sur les circuits financiers complexes. Cette dimension est moins spectaculaire que les opérations militaires, mais elle est déterminante. Le succès se mesure ici à la capacité à assécher les ressources plutôt qu'à multiplier les saisies matérielles. La quatrième étape concerne la communication et la diplomatie. À l'extérieur, il s'agit de dialoguer sans diluer la souveraineté, en clarifiant les lignes rouges et les attentes. À l'intérieur, l'enjeu est de maintenir la cohésion nationale par une information régulière, sobre et compréhensible. La crédibilité repose sur la constance du discours autant que sur les résultats observables. Enfin, une cinquième étape traverse l'ensemble de la feuille de route, l'évaluation continue. Chaque action doit être suivie, ajustée et expliquée. Sans ce retour permanent, la réponse risque de s'enliser. Pour Ibrahim Traoré, transformer une gestion de crise en capacité durable dépend précisément de cette discipline dans le temps. Au fil des semaines, un symbole discret s'impose dans le récit national. Les armes saisies qui ne servent plus à détruire, leur immobilisation, puis leur transformation partielle annoncée agissent comme une métaphore puissante. Ce qui devait alimenter la violence devient un rappel tangible de la capacité de l'État à reprendre l'initiative. Ce glissement symbolique ne nie pas la menace. Il lui retire une part de son pouvoir psychologique en la replaçant dans un cadre maîtrisable. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette image pour refermer la séquence émotionnelle sans triomphalisme. Le discours reste sobre. Il ne promet ni sécurité immédiate, ni victoire définitive. Il insiste sur une idée simple, presque austère. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Elle se construit par une accumulation de décisions cohérentes, souvent invisibles mais persistantes. Cette retenue renforce l'impact du message car elle l'ancre dans les actes, plutôt que dans la rhétorique. Pour une partie de la population, cette symbolique joue un rôle d'ancrage. Elle permet de relier un événement anxiogène à une perspective plus constructive. La peur initiale laisse place à une vigilance active. L'État n'apparaît plus uniquement comme un rempart fragile, mais comme un acteur capable de transformer une menace en levier politique et social. La stabilité se construit, elle ne se décrète pas. La séquence ouverte par la saisie du 16 août 2025 ne se referme pas avec l'immobilisation des camions. Elle laisse derrière elle une interrogation durable sur la manière dont un État transforme une alerte sécuritaire en trajectoire politique lisible. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse l'événement lui-même. Il touche à la capacité collective à accepter le risque, à organiser la réponse et à juger les choix faits au nom de la souveraineté. La ligne affirmée par Ibrahim Traoré a suscité de l'adhésion, de la prudence et de l'attention. Elle rappelle surtout que les décisions prises aujourd'hui produisent des effets différés, parfois invisibles sur le moment. Les succès immédiats se mesurent aisément, les transformations durables beaucoup moins. C'est dans cet écart que se joue l'essentiel. Pour le lecteur, l'invitation est simple et exigeante à la fois. Observer au-delà des images fortes.
Suivre les indicateurs discrets. Évaluer si les promesses se traduisent en mécanismes stables ou si la crise reste un épisode maîtrisé sans prolongement structurel. Le débat ne porte pas sur l'émotion du choc initial, mais sur la cohérence dans le temps. Alors, selon vous, cette saisie marque-t-elle un tournant durable ou seulement une parenthèse dans une région sous tension?